Et notre invitée politique ce matin, c'est Manon Bry. Bonjour. Bonjour. Députée européenne, la France Insoumise. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Bonjour Oriane. On va commencer, Manon Bry, en parlant des violences conjugales, puisque c'est ce matin qu'Édouard Philippe doit annoncer les mesures en conclusion du Grenelle de lutte contre ces violences conjugales. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'Édouard Philippe ce matin? Des moyens. Sonnant et trébuchant, je crois que ça a été suffisamment dit dans la grande mobilisation, d'ailleurs historique, qui a eu lieu samedi. À laquelle vous avez participé. À laquelle j'ai participé. On a eu plus de 150 000 personnes dans les rues de France. C'est la mobilisation la plus grande qui a jamais eu lieu contre les violences faites aux femmes, qui a mobilisé très largement. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience en France qui fait suite à la période MeToo. Il faut s'en féliciter. Maintenant, il faut de l'action politique. Et ce que je crains dans les mesures, pour le moment, qui ont été annoncées, c'est qu'on est essentiellement dans l'outil répressif et à la rigueur d'accompagnement des femmes victimes, mais qu'on n'est pas du tout dans la prévention. Et ça, clairement, ça nécessite des moyens. C'est pour ça que les associations parlent d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros qui permettrait à la fois de la formation dans l'appareil judiciaire, la formation dans le système éducatif, dans la formation dans l'accompagnement aussi du côté des forces de police, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un grand nombre de féminicides et de violences faites aux femmes, dans plus de 60% d'entre elles, en réalité, les femmes ont déjà porté plainte, se sont déjà manifestées auprès des forces de police et malheureusement, uniquement dans 18% des cas, cela s'est traduit par des enquêtes judiciaires. Donc il y a un problème avec la chaîne pénale, c'est ce que dit d'ailleurs le gouvernement, c'est ce que reconnaît Nicole Belloubet. Il y a un problème avec la chaîne pénale, d'ailleurs il y a un rapport du Conseil de l'Europe la semaine dernière qui est sorti, qui pointe la responsabilité de la France dans sa chaîne pénale et sa faiblesse à considérer de tels actes de violence, qui pointe aussi la définition du viol dans le droit français qui est problématique parce qu'elle s'intéresse uniquement aux violences physiques mais ne prend pas en compte la question du consentement qui est une question qui est fondamentale quand on parle de violences faites aux femmes. Voilà, et je pense qu'il faut moderniser l'ensemble aujourd'hui de notre dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça passe aussi, et le rapport le pointe, par l'ouverture de places en hébergement d'urgence pour dire aux femmes: on vous entend, on vous écoute. Donc ouverture votre parole est légitime. Parce que le gouvernement dit qu'il en a déjà créé 5000, il en faut plus selon vous. Malheureusement, combien d'anecdotes on a eu et malheureusement, les violences se passent souvent quand des femmes décident de quitter leur conjoint et à ce moment-là se retrouvent complètement désœuvrées, seules. Et moi, j'ai envie de dire à ces femmes, votre parole est légitime. On n'a plus le droit de la remettre en cause, comme souvent c'est le cas quand elles vont porter plainte. Et on vous écoute, on vous prend au sérieux et on vous accompagne. On vous accompagne à la fois dans vos procédures judiciaires, mais aussi au quotidien, parce que c'est souvent un drame social qui s'accompagne d'un drame conjugal. Et on ne pourra plus continuer à considérer ces faits comme des crimes passionnels, parfois comme on l'a lu dans la presse. Heureusement, les mentalités évoluent aussi de ce côté-là. On sait désormais ce qu'est un féminicide. On sait qu'il y en a eu depuis le début de l'année 117 et que c'est beaucoup trop. C'est déjà plus qu'à 137 et on sait que c'est déjà beaucoup plus que dans l'ensemble de l'année 2018. Donc voilà, trop c'est trop. Bien, mais on va changer de sujet. Nous allons passer à la mobilisation sociale qui va être l'actualité de la semaine prochaine. Alors hier soir, Gérald Darmanin dit non, on ne peut pas attendre, le régime est déficitaire, pas de report, il faut tout de suite combler le déficit. Qu'en pensez-vous ? Ouais, je crois de nouveau, Gérald Darmanin et l'ensemble du gouvernement font peser une épée de Damoclès sur la tête des Français. En réalité, on a encore quelques années pour voir venir l'enjeu véritable. Et moi, je suis d'accord sur un point vis-à-vis du gouvernement, c'est qu'il faut une réforme. Il y a un enjeu, c'est qu'il y aura d'ici 2050 6 millions en plus de personnes qui seront à la retraite. Et il faut financer ces retraites. Jusque-là, on est d'accord. Et je pense qu'il faut réformer le système actuel de retraite. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que va proposer la France Insoumise un contre-projet des retraites. Maintenant, la question... Alors, il y aura quoi dans ce contre-projet ? Alors, voilà. Il faut comprendre quel est l'enjeu d'abord. On a un système des retraites. Il faut imaginer un gâteau que doivent se partager les retraités. Aujourd'hui, c'est 14% du PIB. S'il y a davantage de personnes autour de la table pour se partager ce gâteau, mécaniquement, chaque personne, chacun d'entre nous autour de cette table, aura une partie plus petite, voire des miettes.
Donc nous pensons qu'il faut augmenter la taille du ghetto. Comment on augmente la taille du ghetto? En augmentant notamment les cotisations sociales. Il y a plein de manières d'augmenter les cotisations sociales. On parle beaucoup d'égalité femmes-hommes aujourd'hui à la suite de cette mobilisation de samedi dernier de nous toutes. Vous pouvez par exemple augmenter les cotisations sociales des entreprises qui ne respectent pas l'indice d'égalité professionnelle femmes-hommes, qui n'ont pas 100%, parce qu'aujourd'hui il faut 100%. Cet indice a été mis en place par le gouvernement. Si vous leur dites qu'elles sont taxées, elles vont y arriver. Et si elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement, les salaires augmentent, l'écart de salaire femmes-hommes qui est de plus de 20% est comblé, et donc il y a plus de cotisations sociales qui sont payées. À partir du moment où les salaires augmentent, les cotisations sociales augmentent, c'est pour ça que le plein emploi facilite aussi le financement des retraites, et là alors vous pouvez augmenter ce fameux gâteau de telle sorte à ce que chaque retraité puisse avoir un niveau de vie décent et digne. Pour vous, il ne faudra pas passer ni par un report de l'âge de départ à la retraite, ni par une augmentation de la durée de cotisation? Non, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'espérance de vie en bonne santé recule. Donc si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, ça veut dire que mécaniquement, vous allez avoir des personnes qui sont qui partent à la retraite dans des conditions difficiles, et sachant qu'il y a un écart d'espérance de vie important en fonction des métiers de 7 ans entre un cadre et un ouvrier. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, si vous savez, en réalité, il y a près d'un actif sur 2, au moment où il part à la retraite, en réalité, il est déjà au chômage. Donc en repoussant l'âge de départ à la retraite, en fait, vous déshabillez Pierre pour rhabiller Paul, parce que ça passe du système de chômage au système de retraite, et vous ne réglez pas du tout le problème de l'emploi chez les seniors. Et donc, en réalité, la véritable solution, c'est de se poser la question de comment on peut financer davantage. Je parlais, par exemple, de l'égalité femmes-hommes comme un des outils et un des leviers, mais c'est évidemment pas le seul. Quand le président dit la mobilisation du 5 décembre, c'est une mobilisation pour les régimes spéciaux. Et il cite le chauffeur de bus de la RATP, il part à 57 ans, mais celui qui est dans une collectivité locale, qui fait exactement le même travail, il part à 62. Finalement, est-ce que le système actuel n'est pas injuste? Vous savez, c'est la stratégie classique de diviser pour mieux régner. C'est historique dans les mobilisations sociales, c'est toujours un outil classique. Il ne faut pas oublier que mais l'injustice existe. Les régimes spéciaux aujourd'hui représentent 3% des retraites. 3% des retraites. Aujourd'hui, la mobilisation qui va avoir lieu le 5 décembre, et je le redis ici, c'est pour tout le monde, parce que nous serons tous perdants. Je vous le disais, à partir du moment où on est plus autour du ghetto, on sera tous perdants. Mais est-ce qu'il faut les supprimer, ces régimes spéciaux? Non, les régimes spéciaux, ils ont été mis en place pour souvent compenser des conditions de travail difficiles. Pour vous, il ne faut pas y toucher? Non, vous pouvez les moderniser, vous pouvez les uniformiser entre eux, parce qu'il peut y avoir différentes inégalités. Le maçon dans le privé qui est debout à 5 h du matin, qui porte des charges, il part à 62 ans. Et le cheminot qui est dans un TGV, c'est quand même un peu plus confortable, il part à 52. Et pourquoi, quand il faut harmoniser, il faut toujours harmoniser par le bas? Moi, je dis qu'aux maçons qui travaillent dans des conditions difficiles, en effet, il ne faut pas qu'ils partent à la retraite à 62 ans, mais à 60 ans, il faut qu'ils partent plutôt à la retraite. Et donc, c'est pour ça que c'est important que cette mobilisation, en réalité, il faut bien l'avoir en tête, elle est pour nous toutes et nous tous. Moi, je suis née en 1989 et on fait souvent la blague des gens de ma génération, et je suis sûre que s'il y a des jeunes qui nous regardent, ils doivent le penser, de se dire notre génération, on n'aura pas de retraite. C'est ce que disent même mes amis qui sont un peu résignés. D'ailleurs, pour la génération 1990, on estime, avec la réforme annoncée, que ce serait un départ à la retraite autour de 67 ans environ. Mais vous imaginez dans quelle société on va vivre alors que l'espérance de vie en bonne santé est autour de 63-64 ans. En bonne santé, je dis, pas l'espérance de vie tout court. Oui. Et donc, un départ à la retraite à 67 ans. Et puis quoi, ça va être, d'ici que moi je parte à la retraite, 70, 72, 75 ans. C'est sans fin comme système. Est-ce que pour vous, il faut un référendum sur ce sujet, sur cette réforme des retraites? On est toujours favorable à des mécanismes de démocratie directe. Et en l'occurrence, ça peut être une bonne solution, je pense, à un référendum. Malheureusement, je crois que le gouvernement est plutôt hostile. En tout cas, vous y êtes favorable. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, les derniers sondages qui sont sortis démontrent la grande inquiétude des Français sur la réforme des retraites. Alors, quand on fait un référendum, il faut être vigilant à la question que l'on pose. Donc, je me prononcerai sur une question précise. Mais le principe de consultation directe des Français sur une réforme aussi majeure que celle-là, oui, je pense
pense que la démocratie directe nous offre cet outil-là. Le gouvernement est, cela dit, plutôt réfractaire à l'utilisation des référendums au vu de notre expérience sur l'aéroport de Paris, où il y a la demande d'un référendum. On espère qu'on va obtenir le million de signatures et qui va pousser le gouvernement à défaut d'obtenir le référendum. Dans le cas de la campagne pour l'aéroport de Paris, il faut en réalité plus de 4 millions de signatures, mais on espère qu'avec 1 million de signatures, on peut faire la pression sur le gouvernement. Et au vu de la mobilisation qui va avoir lieu pour les retraites à partir du 5 décembre, on va en parler. J'espère que le gouvernement va revenir à la raison et de se dire que pour une fois, ce serait bien d'écouter les Français. Il est passé en force avec des réformes sociales terribles, on pense notamment à l'assurance chômage. J'espère que pour celle-là, il ne précipitera pas le calendrier, prendra le temps véritablement d'écouter les Français. On va en parler du 5 décembre. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, dit que cette mobilisation du 5 décembre, elle touchera peu le privé, qu'il n'y aura pas de contagion au privé comme ça a été le cas en 95. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère qu'on lui apportera la meilleure réponse possible le 5 décembre. On en jugera le 5 décembre au soir. Je sais aussi que c'est pas facile une mobilisation sociale. D'abord parce que quand vous êtes en grève, vous perdez une journée de salaire et ça se comprend que beaucoup de gens qui sont dans le privé, qui galèrent à finir leur fin de mois, qui sont en SMIC, soutiennent la mobilisation mais se disent en même temps c'est perdre une journée de salaire. En même temps, je vois de la part du gouvernement, de la part du MEDEF, qui soit dit en passant, tiennent exactement le même discours sur le fond, essaient déjà de diminuer en avance la mobilisation du 5 décembre, qui s'annonce quand même assez suivie. Et 1995 sera en effet un bon point de comparaison. Oui, mais en 1995, justement, je vais vous poser la question, ça a continué après. Là, au fond, le gouvernement peut se dire, comme avait fait Fillon en 2003 et en 2010, il y a eu un jour de mobilisation, j'ai toujours des interlocuteurs qui sont la CFDT, qui sont le patronat. Est-ce que vous appelez à continuer à bloquer le pays ou à mener des actions juste après, à prolonger le mouvement ? C'est les syndicats qui vont en décider, les personnes mobilisées dans chaque entreprise. Mais je constate déjà qu'il y a des préavis de grève reconductibles chez plusieurs syndicats et dans plusieurs branches sectorielles. Et puis vous parliez de la CFDT cheminot par exemple, a appelé à la grève du 5 décembre. Donc c'est bien la démonstration qu'aujourd'hui, même les syndicats sur lesquels pensait compter le gouvernement à leur côté. C'est que les cheminots, la CFDT, pas la Confédération. C'est que les cheminots, mais j'entends quand même de plus en plus Laurent Berger monter au créneau sur la réforme des retraites. Tant mieux, vaut mieux tard que jamais. Il veut la retraite à point, il faut le préciser. Oui, il veut la retraite à point et ça fait partie des points de désaccord en effet que nous avons avec Laurent Berger et la CFDT. Mais il demande au gouvernement de sortir de l'ambiguïté. De sortir de l'ambiguïté, mais il faut souvenir, la retraite à point, ça paraît hyper technique, mais c'est en réalité individualiser davantage votre système de retraite et transférer une partie du système de retraite au privé. D'ailleurs, les pays qui sont passés au régime à points, notamment dans les pays nordiques, le regrettent, y compris du côté des forces politiques qui étaient initialement en faveur de ce dispositif. Un mot sur ces mobilisations du 5 décembre. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a exprimé hier sa gêne sur la présence d'élus du Rassemblement national durant ces manifestations, puisque Marine Le Pen a annoncé que le Rassemblement national y participerait. Est-ce que vous partagez la gêne d'Olivier Faure ? Je crois que, honnêtement, c'est un faux débat. On sait, et vous savez très bien ici, qu'on ne partage rien avec le Rassemblement national, y compris sur les questions sociales. Je rappelle que, par exemple, le Rassemblement national est contre l'augmentation du SMIC, ce qui fait une différence fondamentale entre leur proposition et la nôtre. Je ne sais pas bien ce qu'ils proposent sur le régime des retraites, mais je sais que dans le passé, ce ne sont pas eux qui se sont mobilisés pour défendre les droits sociaux des travailleurs. Donc moi, je me reconnais en rien dans les revendications du Rassemblement national. Mais ça ne vous gêne pas qu'ils soient présents à cette mobilisation ? Mais aujourd'hui, je pense que leur présence est marginale, elle est hypocrite, et j'ai même pas envie de la commenter parce que... oui, elle est hypocrite parce que jamais dans l'histoire le Rassemblement national n'a été du côté des travailleurs. Jamais. Et je veux dire à tous ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés par le Rassemblement national, ce ne sont pas les alliés des travailleurs. Jamais ils ne défendent notre système de protection sociale. Jamais ils ne défendent l'augmentation des salaires. Jamais ils ne défendent le partage des richesses produites au sein des entreprises entre le capital et le travail. Jamais. Alors qu'ils y soient et qu'ils essaient de surfer sur une vague sociale, c'est ni la première ni la dernière fois. Mais
je pense que c'est pas le fait le plus important de ce 5 décembre. En revanche, il y aura tous les partis de gauche. Alors c'est un retour à l'union de la gauche. On voit que localement, sur les municipales, on commence à discuter de nouveau, pas partout. Donc vous, est-ce que vous appelez finalement toute la gauche à se reparler et à sortir de clivages qui l'ont quand même marginalisé aux dernières européennes ? Plusieurs choses. D'abord, sur la question des retraites, le Parti socialiste est un peu balbutiant. Ils ont à peine décidé le week-end dernier d'appeler à la grève du 5 décembre. Vaut mieux tard que jamais et je souhaite qu'on soit le plus nombreux possible. Donc, ils sont évidemment les bienvenus. Ensuite, à l'échelon municipal, moi, je pense que ce qui compte, au-delà de notre capacité à discuter entre nous, mais la vérité, c'est que les forces politiques vont pas très bien, y compris à gauche, et que souvent on représente une frange marginale de la population française, c'est quelle est notre capacité à venir en soutien aux mobilisations, aux collectifs citoyens au niveau local. Il y a plein d'exemples assez intéressants qui se passent en France. Pour le coup, je vous donne raison là-dessus. Je pense notamment à Nantes, où Nantes en commun, un collectif citoyen est né, soutenu par la France Insoumise. J'espère soutenu par Europe Écologie Les Verts. Contre une maire socialiste. Contre une maire socialiste qui est soutien de Manuel Valls et qui, pour le coup, a des choses à se reprocher en termes de gestion de la ville au niveau local, tant en termes de bétonisation que en matière même de politique sécuritaire, qui, je pense, qui ne doit pas être un tabou pour la gauche. Donc, pour finir sur cette question, sur les élections municipales, on peut évidemment travailler ensemble, mais ça doit se faire en appui à des collectifs citoyens. Marseille est un autre excellent exemple de ce qui est en train de se passer. Malheureusement, je regrette qu'Europe Écologie Les Verts n'ait pas voulu soutenir cette dynamique et qu'ils aient décidé à 60 de ne pas rejoindre la dynamique locale du côté des forces politiques et citoyennes locales. Ça va du Parti socialiste à la France Insoumise, mais avec énormément de collectifs citoyens, notamment à la suite, le collectif du 13 novembre à la suite de l'immeuble qui s'est effondré. Et c'est un exemple positif qui, j'espère, permettra de renverser la ville après des années Gaudin qui ont fait mal à la population. Un dernier mot sur ce sujet de la mobilisation sociale de la réforme des retraites. On voudrait vous entendre sur la proposition de loi que va déposer Bruno Retailleau pour obliger la RATP, la SNCF à garantir un service minimum les jours de grève, quitte à réquisitionner des salariés grévistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a qu'à tout simplement mettre un terme au droit de grève, comme ça ce sera plus simple et comme ça on reviendra sur un des droits fondamentaux qui est garanti par la Constitution française. Pour vous, c'est une remise en cause du droit de grève ? C'est une remise en cause fondamentale du droit de grève. J'entends que le droit de grève soit pénible à subir pour des usagers des transports publics. Je prends les transports publics tous les jours. Je comprends, évidemment c'est difficile, mais le droit de grève c'est un droit fondamental et sans le droit de grève on n'aurait pas eu énormément d'avancées sociales, que ce soit la 5e semaine de congés payés, que ce soit la sécurité sociale. C'est un droit fondamental qu'il ne faut pas remettre en cause. Allez, on va passer à l'Union européenne. Vous êtes députée européenne. Un mot d'abord sur l'immigration. La France est devenue le premier pays d'Europe pour les demandeurs d'asile. C'est ce qu'a annoncé Christophe Castaner. Pour la première fois depuis le début de la crise migratoire, elle dépasse l'Allemagne. Il y a eu 120 900 demandes enregistrées en France au 17 novembre. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Ces chiffres aujourd'hui témoignent que la France doit être un pays d'accueil. Il faut aussi garder en tête dans les demandes d'asile, on n'a pas uniquement la caricature qu'on fait parfois du droit d'asile, de migrants économiques qui viennent demander le droit d'asile. Ça relève d'énormément de situations qui sont différentes. Et pour autant, il faut réformer le droit d'asile, réformer l'espace Schengen, comme veut le faire Emmanuel Macron. Mais vous savez déjà, l'espace Schengen, c'est parfois une vaste blague en pratique. Moi, j'étais à la police aux frontières de Menton il y a quelques semaines. J'ai voulu visiter un centre d'enfermement des migrants, comme l'autorise la loi française normalement pour les députés de visiter tous les lieux de privation de liberté. Et cet accès m'a été refusé sous prétexte que ce n'est pas un lieu de privation de liberté, alors même que des migrants sont enfermés là de plus de 4 heures dans des conditions abominables, dans des algécos, conditions précaires, sans parfois à boire et à manger. On entendait des migrants tambouriner aux portes quand on attendait à l'extérieur. Et j'ai vu plein de situations, y compris par exemple d'un Camerounais qui avait des papiers légaux en Italie et dont son accès a été refusé en France. Parce que la police aux frontières de Menton a décidé que des papiers légaux de l'espace Schengen n'étaient pas acceptés en France. Et des anecdotes et des histoires comme ça, on en a énormément. Donc ça me permet de rappeler l'urgence aujourd'hui de sortir
ces zones d'un non-droit, puisque personne ne peut avoir accès aujourd'hui à la police aux frontières de Menton. Moi, je vais déposer avec d'autres députés qui ont eu la même mauvaise expérience à la police aux frontières de Menton un recours administratif pour faire en sorte qu'on puisse accueillir dans des conditions dignes des personnes qui arrivent à nos frontières et qu'on les traite tout simplement comme des êtres humains. Oui, donc cette semaine au Parlement européen, vous êtes appelé, comme tous les autres eurodéputés, à vous prononcer sur la commission d'Ursula von der Leyen. Cette commission, que lui reprochez-vous ? Beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir les conditions dans lesquelles ce vote va se dérouler. C'est un vote qui se passe dans des conditions très peu démocratiques, avec énormément de pression qui se déroule en coulisses sur les députés, sachant qu'Ursula von der Leyen, pour rappel, elle a été élue à 7 voix près, ce qui illustre aussi... Et ça veut dire quoi ? Vous avez subi des pressions, vous ? Moi, pas directement, parce que je crois que mon vote est clair et sans surprise, il sera contre. Mais parlez-en aux députés socialistes. Vous connaissez des députés qui ont subi évidemment, des pressions ? Des députés du groupe socialiste qui ont subi des pressions. Et les accords entre couloirs, les pressions, c'est une pratique commune au Parlement européen, ce qui illustre la déconnexion parfois du Parlement européen avec la réalité. Parce que, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai reçu un blâme de la part du président du Parlement européen parce que j'ai appelé les jeunes militants du climat à faire de la désobéissance civile au Parlement européen pour alerter sur l'urgence climatique et notamment ce qui motive et permet de répondre à votre question, motive aussi notre refus de cette Commission européenne qui ne prend pas au sérieux l'urgence climatique et qui continue les mêmes recettes libérales, par exemple en signant à tour de bras des accords de libre-échange, en ne sortant pas des logiques austéritaires qui contraignent les budgets européens pour investir massivement dans les énergies renouvelables. Voilà aujourd'hui les orientations politiques. Et puis il y a un dernier enjeu sur cette commission, c'est la question éthique. C'est la question éthique avec Thierry Breton qui est passé ric-rac, mais qui illustre aujourd'hui des conflits d'intérêts du matin au soir entre un ancien PDG d'une grande entreprise et un portefeuille européen massif. C'est la première fois dans l'histoire européenne qu'on a un PDG qui passe directement d'une grande entreprise à un portefeuille comme celui-là, ce qui illustre l'ampleur des conflits d'intérêts. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Manon Aubry d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal Jalabert.